Alors, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. 2 secondes. Fermez les rideaux. Voilà. On est parti. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, les amis? J'ai plusieurs vidéos à vous montrer. Mais avant de démarrer, je voulais d'abord faire un petit mise au point. Alors, pour ceux qui disent que je propage de la haine, moi, je pense que vous vous trompez, messieurs. Je pense que, au lieu de m'attaquer, moi, de dire que moi, je propage de la haine, répondez plutôt aux vidéos que je montre. Parce que les vidéos que je montre sont des faits. C'est à ces vidéos-là que vous devez réagir. Moi, je ne fais que réagir par rapport à la vidéo. Donc, j'attends de même de vous. La haine, c'est quand on met dans la tête d'un enfant que, par exemple, le Liban est à nous. Ou toute terre imbibée de notre sang doit nous revenir. Moi, j'invente rien. Moi, j'expose. Parce que ce qu'on apprend aux petits reste ancré pour toujours. נשאל את אבא, מה הערים האלו? אלו הרי לבנון, ענה אבא. הם יפים, יפים מאוד. אני אוהב את ערי הלבנון, אמר אלון. נכון, הם יפים, אישר אבא. אני רוצה לטייל שם, אמר אלון. אי אפשר, זה מסוכן, האויב נמצא שם. זה עדיין לא שלנו, אמר אבא. זה יהיה שלנו, חשב אלון. לבנון שלנו. Voilà le vrai danger. De toute façon, je vais le dire radicalement. On a des gens qui sont sur une religion qui est fondée sur 2 piliers, qui s'appelle le peuple élu, la terre promise. Le peuple élu, c'est un mensonge, puisqu'il y a que qu'on votait. Et la terre promise, ce n'est pas la terre des ancêtres. C'est-à-dire que le peuple élu est un mensonge qui légitime la terre promise, c'est-à-dire un vol. C'est-à-dire que c'est une religion qui est fondée sur 2 piliers, un mensonge qui légitime un vol, tu vois. Donc ce sont essentiellement et structurellement des agresseurs. Ce sont des agresseurs. Quand j'arrive devant toi et je dis voilà, je suis le peuple élu, ma terre t'est promise, je suis en train de te dire que je vais te la mettre. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas censé accepter en disant ah bon, si c'est Dieu qui l'a dit, excuse-moi, tu veux ma femme, tu veux ma chaise. Enfin tu vois, c'est ça la réalité fondamentale, tu vois, et ça s'appelle la réalité palestinienne. Le Premier ministre espagnol, les amis, Pedro Sánchez, il a qualifié l'offensive militaire israélienne à Gaza de plus grand génocide de ce siècle et a officiellement demandé à l'Union européenne de suspendre son accord d'association avec Israël. Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. En este Consejo Europeo solicité la suspensión inmediata de dicho acuerdo con Israel. Porque no puede ser socio de la Unión Europea quien pisotea sus principios fundacionales, ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un Estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión se reunirá para debatir sobre este asunto de nuevo y la alta representante debe presentar nuevas medidas. Y esperamos que sean adecuadas, porque Gaza evidentemente no puede esperar más, el Gobierno de España tampoco, y no vamos a permitir que la indiferencia, la equidistancia o el mero cálculo político de algunos nos haga cómplices del mayor genocidio que ha presenciado este siglo. Donc à un moment, monsieur les sionistes, j'ai envie de vous dire, arrêtez franchement de nous emmerder avec cette histoire du, ouais bon je vais le dire quoi, du 7 octobre. Il faut arrêter, il y a un moment donné, tu sais, quand cette histoire est arrivée, on était tous derrière vous. Parce que nulle personne sur cette terre peut dire que ce qui s'est passé le 7 est quelque chose de normal. Non, on va pas dire ça. Nous ne sommes pas fous à ce point-là. Mais arrêtez de nous emmerder avec ça. Écoute, ceci, moi, je le pose ici. C'est pour ceux qui m'ont attaqué.
dans les commentaires, vous allez vous reconnaître. Cet épouvantable massacre dont l'horreur grandissait de minute en minute à mesure que nous recevions les dépêches, il y a quelques heures, des dizaines, sans doute même des centaines d'assassinats d'hommes, de femmes et d'enfants dans 2 camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth-Ouest. Assassinats vraisemblablement perpétrés, selon les premiers témoignages, par les milices dites chrétiennes du commandant Haddad, allié des Israéliens dans la guerre du Liban. Les images que nous avons reçues il y a quelques minutes sont très dures. Nous en avons ôté l'insoutenable, mais il fallait que vous soyez prévenus. Voici donc le récit d'un massacre la nuit dernière. Nous sommes ici au camp de Sabra, un camp palestinien à Beyrouth, et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. Et on ne peut pas parler là-dessus. Et pourtant, il faut le dire, il faut le montrer. Et on a filmé malgré tout. Dans un pays, les amis, véritablement décidés à combattre le racisme, de tels propos n'auraient trouvé place qu'au fond, mais au fond, au fin fond d'un bar. Et encore, très tard la nuit, parmi des individus les plus ignobles qui existent sur cette terre. Mais aujourd'hui, le racisme envers les Arabes et les Noirs s'affiche au grand jour, sans complexe et avec encouragement. La plupart des gamins qui ont eu des structures d'éducation, à la fin, quand vous regardez quand même chez les immigrés qui réussit et qui ne réussit pas, et que vous rentrez dans le détail et que vous voyez l'importance accordée aux études, c'est curieux. Chez par exemple les Asiatiques, l'importance accordée aux études est très importante. Les enfants réussissent mieux que les natifs. En revanche, dans les pays du Maghreb, on estime que l'école, l'éducation, tout ça, c'est une perte de temps. Résultat, les enfants maghrébins et les enfants turcs sont parmi souvent ceux qui échouent le plus à l'école. Et c'est lié aussi à un investissement des familles. Oui, les amis, ce type est abject. Mais ces propos résument bien l'idéologie criminelle de Netanyahu dont ils s'inspirent tous. Même Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Oui, encore lui, parce que les Espagnols sont comment dirais-je, sont dans la tête de liste de pays qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ils ne se laissent pas marcher par Trump et ils ne se laissent pas avoir par Netanyahu. Pedro Sánchez, il dit que c'est le plus grand génocide du siècle et demande des sanctions. Donc, non, ce n'est pas un fantasme palestinien, c'est la réalité que le monde entier voit aujourd'hui. La Shoah, bien sûr que oui, c'est un drame historique. Mais aujourd'hui, la Shoah fait partie du passé, que vous le voulez ou non. La réalité aujourd'hui, c'est Gaza. On ne peut pas se servir éternellement de la Shoah comme bouclier pour justifier tout et n'importe quoi. Là, aujourd'hui, c'est Gaza, c'est maintenant. C'est des enfants maintenant qui meurent aujourd'hui. On ne parle pas d'un souvenir, on parle d'un massacre en direct. Que vous le voulez ou non, que cela vous dérange ou pas, que cela vous fasse mal ou pas, que tout ce que vous voulez, la Shoah fait partie du passé. La Shoah, c'est un drame historique, tout à fait inadmissible, mais cela fait partie du passé. Gaza, c'est aujourd'hui. Donc depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Une fois de plus, les amis, Netanyahu a franchi les limites en assumant le projet expansionniste du grand Israël, que je n'arrête pas de dire dans toutes mes vidéos, que je n'arrête pas de le dire. Netanyahu a déclaré sur I24 qu'il se sentait poussé par une mission historique et spirituelle pour le concept du Grand Israël,
fantasme sioniste qui s'étend de l'Égypte à l'Irak, incluant la Jordanie, le Liban, une partie de la Syrie et de l'Arabie Saoudite. Avec cette déclaration, il confirme et assume un projet idéologique vieux de plusieurs décennies dans certains courants du sionisme et qui se traduit par une politique déjà en cours: colonisation, annexion, nettoyage ethnique. D'ailleurs, son ministre des Finances Smotrich, qui avait déjà déclaré souhaiter réaliser le Grand Israël, vient d'approuver plus de 3000 installations de colons aux alentours de Jérusalem-Est occupée, projet qui couperait la Cisjordanie en deux, dans le but d'enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Qatar, l'Égypte et la Ligue arabe ont condamné cette déclaration de Netanyahou qui ne présage rien de bon pour la région. Bassem Naïm, un officiel du Hamas, a déclaré à Dropsite News: les dirigeants actuels d'Israël, un gouvernement fasciste et raciste, transforment ce conflit politique, un conflit sur le statut d'État, les frontières et les personnes, en un conflit religieux. Et si cela se produit et que nous atteignons un point irréversible, si cela devient un conflit religieux, il n'y aura aucune chance de négocier, car on négociera alors sur des croyances, et je pense que personne ne fera de compromis. Netanyahou ne parle pas juste d'un rêve spirituel, il annonce un projet impérialiste et suprémaciste déjà en marche. Vous voyez les amis, de plus en plus aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de terre, d'expansion, de territoire, du grand Israël. On ne parle plus des otages. Alors que la base, le point central, c'est les otages. Les otages doit être la seule conversation que les Israéliens doivent avoir à leur bouche. Aujourd'hui, on parle plus d'expansion que des otages. La police néerlandaise, les amis, a arrêté l'officier Yukal Yulita, une soldate israélienne qui a servi à Gaza. Alors qu'elle était en vacances, une plainte pour commission de crime à Rafah déposée par les organisations de défense des droits humains. Voilà les Pays-Bas, comme la Belgique, osent arrêter une soldate israélienne accusée de crime à Rafah. Et en France, il y a le CRIF. Parce qu'en France, le CRIF, c'est... Tu as d'abord le CRIF, et puis tu as la France. Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Il est temps que la part juive de l'histoire de France, la longue présence juive dans notre pays, soit mieux enseignée. Le judaïsme, c'est l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Parce que là, en France, on détourne le regard. Parce que aujourd'hui, la France est gouvernée dans l'ombre par des réseaux sionistes. Tous les ministres de la République défilaient au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kukerman disant: alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous la connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Soit la France est devenue le premier vassal d'Israël. Toujours des grands discours sur le droit de l'homme, mais jamais le courage d'appliquer la loi quand il s'agit d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'ici, si un politique ose, le CRIF et les médias montent directement au créneau, et là, gare à ta carrière politique, mon ami. Voilà la vraie vérité. Gare à ta carrière politique. Et ici, il dit littéralement que s'il faut 60 000 morts pour éradiquer le Hamas, il assume. Donc dans les 60 000 morts, peu importe le fait qu'il y a dedans, même si Hamas était constitué de 15 personnes ou de 10 000 personnes et qu'on en tue 60 000, c'est pas grave, il assume. Est-ce que vous vous rendez compte? Il reconnaît que c'est immoral, il le reconnaît, mais il affirme que ce serait éthique. Éthique. Si ça permettrait d'atteindre un résultat concret, en l'occurrence, détruire le Hamas. Vous imaginez jusqu'où on va? Il y a peut-être 40 000, 50 000, on n'en sait rien,
morts à Gaza, mais si ça peut éradiquer le Hamas, alors je suis prêt à accepter cette défaillance morale, pourrait-on dire, d'avoir 40 000 morts, mais encore faut-il que le Hamas soit détruit. De la même façon que la guerre avec le Japon s'était arrêtée. Autrement, entre guillemets, ça ne vaut pas la peine. Donc là, vous avez un vrai problème. À combien de morts êtes-vous prêt à travailler, à accepter finalement, si le Hamas est détruit? Et il faut bien choisir, et quand on m'a posé la question en haut lieu, comme on dit ici, moi j'ai dit 50 000 ou 60 000 morts. Si c'est la destruction du Hamas en face, je peux assumer publiquement. C'est pas facile d'assumer, parce que c'est immoral, mais c'est éthique s'il y a un résultat concret qui permet d'éviter la guerre suivante. 60 000 morts. Si 60 000 morts, s'il faut 60 000 morts pour éradiquer le Hamas, je l'assume. Donc ces gens-là, pour toi, ils représentent quoi? Les sionistes, les amis, prétendent que toutes les terres formaient le grand Israël, il y a 3000 ans. Mais à cette époque, la population israélite, c'était quoi? À peine quelques dizaines de milliers de personnes dispersées dans de petits villages. Ils n'étaient même pas assez nombreux pour organiser un barbecue. Alors, occuper la moitié de ces territoires, mais laisse-moi rire. Leur récit d'un empire immense et puissant, c'est une pure escroquerie au nom de Dieu. Alors, pour finir avec cette vidéo, j'ai une question pour vous. J'attends vos réponses dans les commentaires. Quand des extrémistes juifs ou sionistes disent « ces terres nous ont été données par Dieu », alors ça devient un argument politique légitime pour justifier des guerres, des expulsions, des colonies, ok? Les médias dominants n'osent pas trop critiquer, de peur d'être accusés d'antisémitisme. Mais quand des musulmans disent, corrigez-moi si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, quand des musulmans disent « nous voulons appliquer la charia parce que c'est la loi de Dieu », là, c'est immédiatement perçu comme un danger civilisationnel, un retour au Moyen-Âge, une menace pour la démocratie. Pourtant, dans les deux cas, c'est la même logique, imposer une vision politique au nom d'un texte sacré. La seule différence, à mon sens, c'est que l'un est toléré, voire même protégé, parce qu'il sert les intérêts géopolitiques, tandis que l'autre, il est diabolisé parce qu'il mettrait en cause l'ordre mondial dominé par l'Occident. Bref, au nom de Dieu, certains peuvent conquérir et d'autres pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Si vous pensez que mes vidéos, d'une manière ou d'une autre, attisent la haine anti-juif, dites-le moi dans les commentaires. On essaiera de corriger ça parce que ce n'est pas mon but, évidemment. Sur ce, les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai apprécié de la faire. Pour vous, portez-vous bien, que la paix soit sur vous tous et on se retrouve d'ici quelques jours.